quand vous allez faire une échographie ou vous allez faire un scanner et une IRM, il est possible qu'on vous injecte un produit. Ben, c'est ce qu'on appelle l'agent de contraste. Et ce produit-là, ce sont en fait des nanobules, ce sont des nanoparticules qui vont sous le stimuli qui peut être un ultrason ou ça peut être l'IRM, etc. Ben, celui-ci va agir d'une certaine façon et donner une image et ça va permettre l'imagerie médicale. Et du coup, c'est ça sur quoi je travaille, c'est créer des nanobules qui permettent d'avoir un contraste, donc qui permettent de voir, mais en Mm. même temps qui permettent de délivrer un matériel génétique. Donc là, moi, je trouve ça génial de se dire, peut-être que dans 5-10 ans, on sera en mesure de dire, je suis en train de visualiser votre pancréas, ou ça peut être un autre organe d'autres maladies. En même temps que je suis en train de visualiser ça, je suis en train, en fait, de vous administrer quelque chose qui est en train de vous guérir. C'est incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromien Matériaux, votre podcast Sciences, Matériaux, Développement personnel. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Salima. Comment tu vas? Je vais super bien. Ça Merci à va? toi pour Top? l'invitation. Bah, je C'est t'en top, prie. c'est génial. Je t'en prie. Bah, Merci. bienvenue. Bienvenue dans le podcast. J'espère que tu vas bien. Alors, d'où tu nous parles aujourd'hui? Est-ce que tu nous parles de France ou tu nous parles des États-Unis? Alors moi, je suis juste un petit peu loin de chez toi, vraiment juste un petit peu. Je suis aux États-Unis. Donc Oui, là, on n'a pas du tout les mêmes horaires. Chez oui. moi, c'est c'est 6 heures de décalage entre toi Au et moi. fond, oui, c'est vrai. Bah parce que, ouais, nous là, pour les auditeurs, nous on est en train de tourner ça en milieu d'après-midi pour la France. Ah, et toi, t'es quoi, 9 h du matin? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Le matin, c'est ça. Je viens de me réveiller, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Vous avez compris, soyez indulgents et mettez en commentaire si vous souhaitez. Bon, bah écoute, si ça va bien, nickel. Bah, Salima, bah, je suis super content que tu sois là avec moi. Comme ça, on va discuter un peu de ta thématique de recherche et notamment après de ce qu'il y a derrière les thématiques de recherche et Mhm. ton implication aussi dans le milieu, j'allais dire un peu associatif. Euh, Au-delà de l'associatif, c'est d'accompagnement des jeunes et des jeunes docteurs et des jeunes leaders de demain. Donc, on en discutera ça aussi. Et pour commencer, je te propose bah, de te présenter, nous dire d'où tu viens, quel est ton parcours, Ok. même commencer par, j'allais dire le commencement, c'est-à-dire après ton bac, qu'est-ce que tu as fait, quels étaient tes choix, est-ce que tu as dit, tiens, je vais aller dans cette discipline, ah non, c'est chiant, je vais dans une autre. Dis-nous tout. Bah, tout d'abord, je te remercie énormément pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de faire ce podcast avec toi. Ça me fait super plaisir parce que c'est le genre de podcast, je pense que le monde a besoin d'entendre ces échanges parce que c'est super enrichissant, tant d'un point de vue personnel que professionnel. On peut faire des liens, on découvre des choses et je trouve ça extra. Du coup, déjà, bravo à toi d'avoir lancé l'initiative, j'aime trop, Je te je remercie. kiffe. Après, donc présentation. Alors, hello, hello à tous, moi c'est Salima, je suis une chercheuse, chercheuse, il y a tout un débat là-dessus. Je suis une scientifique, je travaille dans le domaine des biomatériaux pour la santé. Alors, comment c'est arrivé là? Comment j'en suis arrivée là? C'est pas facile, hein, il y a pas genre un déclic particulier, je dirais plutôt que c'est lié à ma personnalité. En fait, j'ai toujours été de nature très curieuse. Pour moi, comprendre les choses, comment elles fonctionnent, l'univers dans lequel je vis, et je dis vraiment l'univers, c'est parce que je précise parce que j'avais pendant longtemps, pendant plusieurs années, j'avais envie d'être astrophysicienne, vraiment comprendre. Voilà, on est là sur cette planète Terre, mais comment les choses fonctionnent? Il y a des étoiles, il y a des oiseaux, bref, tout ce monde-là qui est autour de moi, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et du coup, très, très, très tôt, j'ai toujours eu cette appétence pour la science, pour comprendre comment les choses arrivent. Après, mon cursus scolaire, universitaire, on va dire que ben, ça c'est, comment dire, la science, il y a eu des moments où je l'ai perdu un petit peu de vue, pour être totalement honnête. Pourquoi? Parce que il y avait des périodes dans ma vie où, pour moi, le monde de la science n'était pas très clair. C'était un vieux chercheur avec, tu vois, Einstein, j'avais cette image-là, quoi. J'avais pas de chercheur autour de moi qui avait l'air d'être cool. Et du coup, c'était pas un monde qui m'attirait. Alors, ça fait peut-être assez superficiel de dire ça, mais c'est très important parce que pourquoi c'est important? Parce que si tu veux motiver, hein, susciter des vocations chez les jeunes, tu dois aussi apprendre à communiquer et à communiquer avec leur propre code, avec leur propre langage.
c'est quelque chose que je trouve hyper important. Et si tu veux, il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis dit, tiens, en fait, je vais plutôt me diriger peut-être vers le droit, vers le journalisme. Alors, il y a eu plein de métiers dans ma tête. Et qu'est-ce qui a fait vraiment que finalement je suis revenue à ma première passion? C'est que je me suis rendu compte que sur mon temps libre, vraiment sur mon temps libre, ben, je passais énormément d'heures à me documenter sur des sujets scientifiques. Et là, je me suis dit: «Non, en fait, Selima, tes heures libres, en fait, tes étés», parce que je passais mes étés à faire ça, et j'étais en train de vraiment de lire, de chercher à comprendre comment fonctionnaient les choses. Je me rappelle d'un été particulier où j'essayais de comprendre comment, de comprendre comment fonctionnait le soleil, en fait. Et à partir de là, je me suis dit: «OK, c'est bon, je suis comme ça, j'ai envie d'être scientifique, on va y aller à fond». Et du coup, ben, j'ai commencé, des études scientifiques. Au départ, c'était très physique parce que justement, il y avait le côté, soleil, étoiles et cetera. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu aussi l'appétence pour, tout ce qui est biomédical. Pourquoi? Parce que, si tu veux, l'astrophysique, c'était ma manière à moi de d'assouvir ma soif de comprendre, l'univers dans lequel je suis, dans lequel nous vivons. Et en même temps, le biomédical, il avait un côté pratique, un côté application qui était très pertinent. Désolée, j'ai parlé trop Non, longtemps, je je t'en crois. prie. J'allais te dire, mais en fait, l'astrophysique, c'était une manière pour toi de t'évader Ouais, c'est ça, c'est ça. et que finalement, le biomédical, c'était quelque chose de beaucoup plus concret qui voulait que Beaucoup. ça constitue ton travail, quoi, ta Ouais, façon d'aborder les choses du exactement, terrain. Et, exactement. euh, et c'est ce qui t'a permis de glisser petit à petit, va finalement Ouais, parler vers les vers le matériaux, vers la notion de exactement. matériaux et tout ça. Ouais. Alors pour, la petite anecdote, matériaux, pour moi, c'est un truc, si tu veux, quand j'essaie de parler avec des personnes qui sont hors du domaine, quand je dis matériaux, ça sonne comme, ben, l'entreprise, hein. Matériaux, je sais plus comment, ça s'appelle matériaux quelque chose là. Matériaux de construction, ouais. Il y avait une Ouais, et entreprise du qui coup s'appelait comme ça. Je vais pas la citer, mais il y et avait une entreprise qui s'appelait comme ça, ouais. bah, du coup, quand tu parles de matériaux, dans l'esprit des gens, ça fait matériaux, et tu vois, ça fait et en fait, c'est tout un univers, dans le monde des matériaux. Tu as des Tout à fait. molécules, tu as des voilà, on parle de tu peux parler de lipides, tu peux parler de polymères, tu peux parler de Oui, tellement de choses oui. et je trouve ça hyper. Bah, tu as un univers dans les matériaux qui est, en fait, si tu veux, on peut le distinguer grosso modo hein, en deux catégories. Tu as un phénomène, tu as un univers d'échelle qui Ouais. ne correspond pas au même phénomène, hein. L'échelle macro et l'échelle nanométrique, c'est pas du tout les mêmes phénomènes en termes de matériaux. Et après, tu as le phénomène plutôt aussi de, j'allais dire, de discipline, de thématique, de nature de matériaux, qui est finalement les gens de la métallurgie, les gens des polymères qui vont donner la notion en appliquant la formulation aux gens des plastiques et les polymères inorganiques, mais plutôt adaptés au verre pour faire remplacer les verres inorganiques comparés au verre organique, enfin, un verre organique, pardon, comparé au verre inorganique qui est issu du silicium, hein, de l'oxyde de silicium, tout ce qui est du sable et tout ça. Il y a plein d'environnements en termes de matériaux, d'autres qui sont plus concrets. Effectivement, on va dire par rapport au bâtiment, mais c'est vrai, clairement, c'est vrai. D'autres qui sont plus concrets et d'autres qui sont plutôt des technologies de pointe, où on va aller plutôt Hyper. vers l'aérospatiale, l'aviation et même dans ta thématique, hein, dans le médical, pour pouvoir en Mmh. fait donner des outils aux gens de cette discipline, comme des médecins, des professeurs dans la discipline. On va leur donner finalement des outils pour, par exemple, analyser une fracture, Mmh. toutes ces choses-là pour pouvoir en fait déposer un médicament pour faire un traitement bien précis localement. Parce que Mmh. le problème des médicaments, hein, tu sais, c'est que quand tu l'incorpores dans le corps, le médicament va se diffuser de partout et finalement tu vas Mmh. perdre en efficacité. Parce que nous, tu veux toucher une zone bien précise. Donc il faut véhiculer ce médicament via des vecteurs à des endroits précis. Et ça, c'est les matériaux qui le font. C'est vraiment l'étude des Exact. matériaux qui génère ça. Donc, Tu voilà. Des notions as d'échelle et des notions de type de matière. Voilà, c'est comme ça que je définis les matériaux. bah, tu vu pourquoi on a grand besoin de ton podcast, Bah, et par la suite alors avec, disons que mon côté scientifique, a grandi avec moi, je me suis aussi, rendue compte que je m'inspirais beaucoup de ce qui se passait dans la nature, tu vois? Et en fait, c'est là que est née ma passion pour, le biomimétisme, si tu veux. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe dans la nature, comment les choses fonctionnent, les animaux, les végétaux et cetera, parce qu'en fait, c'est un puits de connaissances infini et nous, en tant qu'humains, on a quasi toutes les solutions à nos problèmes qui sont juste là devant. On doit juste apprendre à mieux observer, à mieux analyser les choses et voir si on peut,
s'en inspirer et créer nous-mêmes des choses qui soient aussi, Je voilà, qui rebondis. répondent à nos problèmes. Ouais, mais je t'en prie. Vas-y, let's Et go, je let's go. rebondis sur ce que tu dis parce que c'est l'épisode 9 du podcast Dromien Matériaux avec le professeur Laurent Billon, qui est un spécialiste, un expert du biomimétisme et de la bioinspiration, qu'on a eu cet épisode ensemble. Et on était arrivé à la conclusion qu'effectivement, euh, l'humain a besoin finalement de la nature pour pouvoir créer sa technologie. Mhm, Sauf que, alors je vais dire je vais dire une phrase un peu choc et même une punchline, on va dire ça comme ça. Mais l'homme, à l'heure actuelle, est en domination, l'homme domine la nature mhm, et impose sa vision de la technologie. Au mhm, lieu d'être en synergie avec la nature pour pouvoir créer une nouvelle technologie qui va le dépasser et même peut-être transcender finalement ses compétences. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que à l'heure actuelle, l'homme travaille avec la nature, mais avec la nature morte et pas la nature vivante. Et c'est ça, mhm, en fait, qui est choc. C'est que le pétrole, eh ben, c'est la nature fossilisée. Donc, c'est de la nature morte. Et on a basé la technologie de l'homme est basée sur la mort. Et ça, c'est grave, en fait, au lieu d'être mhm, basé sur le vivant. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à. Quand on arrive à cette conclusion-là, enfin, on peut se poser des questions, quoi. Enfin, mhm. je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et en fait, je trouve ça dommage, comment dire? En fait, c'est quelque chose qui devrait être, un réflexe, heu, déjà dès le plus jeune âge, tu vois? Tu sais, quand on fait des sorties scolaires où on va dans les forêts, on apprend à écouter les oiseaux et cetera, c'est super, c'est cool, c'est chou, mais ce serait cool de aussi faire le lien avec les autres matières qui sont enseignées. Il y a tellement, tellement, tellement de liens, de possibilités à faire pour vraiment dès le plus jeune âge, tu vois, développer ce réflexe-là d'observation du monde dans lequel tu vis, en fait. Que tu deviennes scientifique ou non, pas d'ailleurs, on s'en fout, la question n'est pas là, mais au moins que tu prennes conscience que tu fais partie d'un tout et et quoi que tu développes dans ta vie future, bah, en fait, tu vas intégrer cette notion-là de il y a une nature vivante, il y a une nature morte et comment moi je deal avec tout ça, quelle empreinte je laisse là-dedans. Ouais, comme on dit les anglophones, deal with. Yeah, Deal with deal with this. it. Non, mais c'est clair. C'est clair que ce sont des compétences, celles que tu viens d'évoquer, ce sont des compétences qui ne sont pas associées propres aux gens qui veulent faire de la recherche. Non. C'est ce qui est un peu dommage, je trouve, même dans la notion de compétence, c'est qu'on classe les compétences pour dire, bah tiens, tu veux être chercheur, il faut que tu sois comme ça. Mmh. Tu veux être avocat, il faut que tu sois comme ça. Mais en fait, non. En fait, les compétences, Mmh. elles sont transposables à n'importe quel domaine et ça enrichit l'humain. Et il faut et notamment l'observation, je crois que c'est la mère de toutes nos compétences, en fait, l'observation, et en déduire une connaissance à la fois via son prisme, c'est-à-dire via son niveau intellectuel actuel, et à la fois en essayant d'enlever son prisme et se dire qu'est-ce que pense le monde. Et ça, c'est pas facile. En fait. Ça, c'est pas facile. Et en tant que scientifique, on doit avoir cette compétence d'enlever notre propre prisme et de se dire ben, que pense la nature de ça. Voilà, qu'on pense la nature de ça. En fait, je crois aussi qu'on a Tu vois? perdu ce côté-là de dans la recherche, en fait, il y en a beaucoup qui font du biomimétisme sans même s'en rendre compte, hein. Mais je pense qu'on l'a perdu parce que, bah, après c'est un autre sujet, hein. C'est un autre podcast peut-être, sur un autre domaine, mais on veut tellement aller vite, tu vois? On veut tellement développer des solutions le plus rapidement possible parce que voilà, il y a une réalité, il y a un market, il y a tout ça et qui fait que, ben, on n'a plus du tout le temps d'observer, en fait. Si tu regardes la différence entre les scientifiques de l'époque et aujourd'hui, ça n'a rien à voir même dans la façon de réfléchir, dans la façon de développer la recherche. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair Anyway. que on, on n'est pas drivé que par la science, en fait. On est drivé Mmh, vraiment beaucoup par les sciences sociales, on va dire, l'économie, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui, c'est ce qui va, c'est ce qui porte préjudice à l'humanité pour moi. Après, bon, on mmh, rentre dans un débat, peut-être ça note. un autre. Bah écoute, c'est une belle transition, Salima, pour pouvoir enchaîner sur finalement un aspect plus de présentation de ton travail. Et je vais te demander OK. simplement si tu peux nous introduire finalement ton domaine d'expertise et les enjeux globaux, Mmh. je ne sais pas si on dit pas le globaux, vous m'en voudriez pas. Mettez-moi ça en Ah, commentaire si je veux dire global. global ou globaux, j'en sais rien. Mais
les enjeux qui caractérisent vraiment ta discipline. Discipline. Alors, ma discipline, on va dire, elle est biomatériaux pour la santé. Donc, en gros, si tu veux, je peux rapidement parler, si tu veux, de mon travail de thèse, et j'enchaîne sur mes postdocs, Oui, mais bien sûr, mon prends ton travail de temps. thèse, d'accord. Ben, on revient un peu sur le biomimétisme, parce que mon travail de thèse, en fait, il a porté sur l'étude d'un matériau qui s'appelle la polydopamine. Polydopamine, je mets entre guillemets, un polymère pourquoi je mets entre guillemets, parce qu'il y a encore des débats là-dessus, qui est fabriqué à partir de la molécule qu'on appelle la dopamine. La dopamine que vous connaissez, on dit, ça procure le plaisir et cetera. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est que, hem, il a, mmh, il y a eu des études qui ont été menées sur les moules marines. Vous connaissez les moules, s'accrocher comme une moule à son rocher, c'est même une expression. Je sais pas si elle est française ou universelle, moi je la dis qu'en français, mais ces moules-là, elles ont la capacité d'adhérer sur tout type de surface. Et en fait, il s'avère que c'est grâce à des molécules qu'elles ont dans leurs pieds à elles, c'est pas des pieds, bref, c'est des filaments. Et en fait, ces molécules-là qu'elles ont dans ces pieds, ce sont des molécules qui sont très ressemblantes à la dopamine. Et là, il y a des chercheurs, en 2011, si je me trompe pas, c'est très récent, en fait, Messerschmitt et Eichenli, ils s'appellent, et tous les 2 en fait, se sont dit: «Tiens, en fait, si on utilisait la molécule dopamine pour, essayer de mimer cette, adhésion très forte qu'ont les moules», et ça a marché. Et depuis, la polydopamine est un matériau qui a été énormément, énormément étudié dans le monde entier. Ah, on peut en faire des nanoparticules, on peut en faire des films et on peut en faire des colles. Alors c'est encore en phase de recherche évidemment, c'est pas aussi facile, que ça en a l'air, et voilà, moi ma thèse, elle était exactement sur ce matériau-là. Moi, j'avais, si tu veux, l'objectif de créer premièrement des nanoparticules qui soient de taille contrôlée, parce que dans le monde des nanoparticules, on a toujours besoin de contrôler les propriétés, physiques, parce qu'en contrôlant, excusez-moi, les propriétés physiques, on contrôle aussi, ben, l'efficacité de ces matériaux-là. Les nanoparticules, si on veut les développer dans le champ médical, on a tout intérêt à ce que ce soit des nanoparticules de taille très homogène, très contrôlée, et cetera. Alors j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai travaillé sur, les films de polydopamine, et enfin je me suis intéressée à OK, comment créer une colle chirurgicale à partir de ce matériau-là, la polydopamine. Donc ça, c'était mon sujet de recherche, et c'était super passionnant avec un super professeur, il s'appelle Vincent Ball, il est très, 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 très passionnant et Ouais, passionné, et c'est incroyable ce que tu me dis. Moi, c'est incroyable, la dopamine, quoi. La ouais, molécule du ouais, plaisir, quoi. Et que tu en fais un ouais, polymère et que tu parles de ouais, polydopamine. Et après, qu'elle a la propriété. Parce qu'elle présente quoi? En termes, quand tu parles de propriété qui est proche, est-ce que c'est vraiment toute la structure chimique de la molécule qui est proche de ce que sécrètent les moules pour créer de l'adhésion? ouais. Ou c'est vraiment des fonctions chimiques bien précises présentes dans la molécule qui ont les mêmes propriétés que celles de Bah, l'adhésion? si tu veux le côté hyper scientifique, oui, c'est des fonctions chimiques, on va dire, parce qu'en fait, c'est des catéchols des catéchols et des amines. Et en fait, D'accord. la dopamine, c'est ça. Et pour aller encore plus loin, parce que j'ai rapidement dit que je travaillais sur le contrôle de la taille des nanoparticules, mais comment on a fait ça dans notre labo? C'est que c'est qu'en fait, c'est encore du biomimétisme, mais cette fois-ci sur l'humain, en fait. Et la mélanine, tu connais j'espère que vous connaissez, La mélanine, tous, oui, ce la qui donne mélanine la de teinte de la peau. Effectivement, la exactement, composition de notre peau et le pigment de notre peau, c'est la mélanine exactement. qui sécrète via l'UV, l'interaction de l'UV sur l'UVA ou l'UVB. Je crois que c'est l'UVB. Voilà, Et sur beh, les pigments de la peau. et c'est exactement ça, et il s'avère qu'en fait, cette mélanine, elle a une taille super stable, et elle est tout le temps entourée, pardon, par des protéines, et en fait, ces protéines-là, il y a un code très spécifique, une séquence d'acides aminés. KE, ça a été publié, et en fait, cette séquence d'acides aminés, elle pourrait permettre de contrôler cette taille-là. Du coup, l'idée qu'on a eue, au labo, c'était: «Mais tiens, si, en préparant la polydopamine, on ajoutait une protéine qui possédait cette séquence KE, est-ce qu'on arriverait à contrôler la taille des nanoparticules?» Bingo, ça a fonctionné. Et c'est incroyable parce que à la fois tu Incroyable. t'inspires des moules, tu t'inspires de l'humain, et voilà comment tu développes en fait des biomatériaux. Et ces nanoparticules-là, elles là, tu peux les développer, tu peux en faire des agents, enfin comment dire, des transporteurs de médicaments.
Tu peux cibler des cellules cancéreuses avec, etc. Tu peux vraiment les utiliser pour énormément d'applications. Oui, des Euh, vecteurs. je- C'est des Ouais, vecteurs. exactement. Ok. Mais c'est Euh, incroyable. C'est incroyable. Je te laisse continuer. Moi, je me tais Bien parce sûr. que je trouve ça incroyable depuis tout à l'heure. Ça fait une Ben, dizaine de merci. minutes. Je trouve ça incroyable. Allez, je me tais. Et- D'accord. Écoute, je vais continuer. Alors, après la polydopamine, donc vous avez compris, on est un matériau, un biomatériau, parce que celui-ci, il était intéressant parce qu'il était biocompatible, il avait d'autres propriétés, l'adhésion, il a aussi une propriété photothermique. Euh, Ça veut dire qu'en appliquant, par exemple, un stimuli, on peut lui faire faire un mouvement qui va procurer de la chaleur, et c'est comme ça, en fait, qu'on tue les tumeurs, potentiellement. Je dis potentiellement encore. Et après ça, ben, j'ai switché sur un autre domaine, mais ça reste toujours le domaine des biomatériaux, enfin des matériaux pour la santé. Et celui-ci, c'est le monde des agents de contraste. Des agents de contraste, c'est quoi? Quand vous allez faire une échographie ou vous allez faire un scanner et une IRM, il est possible qu'on vous injecte un produit. Ben, c'est ce qu'on appelle l'agent de contraste. Et ce produit-là, ce sont en fait des nanobules, ce sont des nanoparticules qui vont sous le stimuli qui peut être un ultrason ou ça peut être l'IRM, etc., bah, celui-ci va agir d'une certaine façon et donner une image et ça va permettre l'imagerie médicale. Donc là, moi, après ça, j'ai enchaîné sur l'étude des nanobules, comment on les produit, comment elles se stabilisent, etc. Et encore aujourd'hui, je travaille là-dessus avec une application plus précise aujourd'hui. Ah, super. Et est-ce que ces nanobules, est-ce que t'es encore dans ce mécanisme de bioinspiration? Est-ce que, par exemple, tu crées tes tensioactifs euh, via des processus de bioinspiration, de Bah, biomimétisme? alors là-dessus, dans la littérature, pas tant que ça. Mais moi, vu que je suis sensibilisée à ça et que j'ai une appétence pour ça, ben, je me documente beaucoup sur les nanobules dans les végétaux, parce qu'il s'avère que tu peux en trouver dans les végétaux, mais aussi par rapport au monde vraiment très, très, très microscopique, les bactéries. Eh ben, elles ont des vésicules qui sont en fait des vésicules qui sont entourées de lipides. Et si tu veux, nous, on va chercher à comprendre c'est quoi ces lipides-là et est-ce qu'on peut utiliser ces lipides-là pour stabiliser nos nanobules. Ce que j'ai pas précisé quand je dis nanobules, imaginez, vous avez un gaz au milieu et ce gaz-là, il est encapsulé, il est enfermé dans une couche lipidique. Ce sont des lipides, voilà, des phospholipides. D'accord. Et tu peux nous définir le terme de vésicule pour les gens qui ne sont pas familiarisés au terme des formulateurs? Bah, alors, mais comment... Ah, ok. Alors, les lipides, vous allez imaginer, vous avez une tête hydrophobe et une queue hydrophile. Alors la tête hydrophobe, phobie, eau, elle n'aime pas l'eau, du coup, et l'hydrophile qui aime l'eau. Et en fait, on va profiter de cette double propriété des lipides pour s'agencer d'une certaine manière. Par exemple, si on veut enfermer un gaz hydrophobe, on va faire en sorte que le côté hydrophobe va se coller avec le gaz, l'enfermer, et l'hydrophile va être au contact de l'eau. C'est comme ça qu'on stabilise nos nanobus, qui font 200-300 nanomètres, qui sont assez petites. D'accord, très bien. Bon, bah alors, là, tu nous as pas mal d'informations. Enfin, moi, je suis resté abasourdi. Je dis, oh punaise, ouais, c'est trop cool, faut que je me laisse parler. Faut que je laisse parler Salima. Du coup, on m'a pas du tout entendu. Vous allez peut-être pas m'entendre beaucoup parler, peut-être dans cet épisode, parce qu'il y a, il y a trop de trucs intéressants. Euh, Par rapport, donc là, tu nous as présenté les axes et les domaines de discipline. Donc ça, c'est très intéressant, Mhm, notamment sur la bioinspiration et le biomimétisme. Ça, c'est comprendre les mécanismes de la nature pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir les reproduire. Ça, c'est quelque chose. C'est une grande source d'inspiration. mhm, Néanmoins, il faut s'y prêter et tendre l'oreille. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'heure actuelle, la chimie de l'homme, hein, c'est quelque chose, j'aime bien utiliser ce terme. La chimie de l'homme demande en fait une certaine pureté de moléculaire pour pouvoir en fait réagir. Elle demande aussi un certain délai, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, essayer de faire vite pour peut-être générer. Alors, j'allais dire moins de déchets, mais non. Des fois, on va vite, donc on génère plus de déchets. Alors après, des fois, on veut aller moins vite, on génère moins de déchets, moins d'étapes, mais finalement, on perd du temps. Est-ce que industriellement, après cette phase en fait de synthèse va être rentable? Ça, c'est encore une autre question. Donc, on a toujours cette pression économique sur nous, que notamment quand dans la chimie, notre chimie qu'on développe, ce qui n'est peut-être pas forcément
compatible avec l'approche de la nature. Parce qu'on sait que la nature, finalement, les rendements des mécanismes chimiques de la nature, c'est de l'ordre de 1%. Mm. C'est pas beaucoup, en fait, 1%. Mm. Parce que la nature, elle n'est pas dans l'efficacité, elle est dans l'optimisation. Tout ce qu'elle va Tout à fait. générer comme déchets, elle va le réutiliser. Ça sera toujours une nouvelle matière première pour quelque chose. Donc, on a vraiment une boucle qui est gracieuse, tu sais, une boucle Mm. euh, comme les gens aiment bien dire, je n'ai plus le mot en tête, une boucle vertueuse, voilà, merci. Une boucle vertueuse, et du coup, là, on voit vraiment que la nature l'a et que l'homme n'en a pas, mais parce qu'on n'a pas Mm. les mêmes enjeux derrière, Non. et ça pose vraiment une question subsistentielle, ça veut dire, est-ce que l'homme, il devrait, alors je dis il devrait, moi, ma réponse est toute faite, il devrait. Mais est-ce que l'homme devrait finalement revoir sa technologie? Et je pense que voilà, c'est oui. C'est oui. Mais est-ce que l'économie va nous laisser tranquille à revoir cette technologie? Ça, je ne sais pas. Mais je pense Ouais. que ce serait un grand investissement et c'est un grand. Oui, ça va coûter cher, je pense, ça, de faire ça. Mais après, derrière, je pense qu'on pourra remercier plus dans le futur, on remerciera plus tard les gens qui ont voulu prendre cette décision maintenant, quoi. Mm. Et je pense que c'est vraiment, voilà, ça- c'est quelque chose qu'il faut se poser, quoi. Je sais pas ce que tu en Écoute, penses. bah, je pense que je suis totalement alignée avec toi. Je pense que l'économie, ça va pas faciliter. Mais par contre, ce qui va rendre le changement absolument obligatoire, c'est le climat. Parce qu'il y a un moment donné où même les ressources naturelles ou le changement climatique, maintenant qui fait de moins en moins débat, ben, en fait, ça s'impose déjà à nous et on sera obligé dans une certaine mesure de reconsidérer notre façon de produire la technologie. Et pour dire la différence avec la nature, c'est qu'effectivement, tu l'as souligné, la nature, elle va chercher toujours à optimiser. Elle va prendre que ce dont elle a vraiment besoin. Et nous, en fait, on a toujours cette tendance à se surpasser, à aller bien au-delà de tout ce dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'en fait, on génère malheureusement énormément de déchets. 4 éléments, hein. La nature, elle a besoin de 4 éléments, hein, pour faire son travail. Mm. 4, hein. Elle a besoin d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et d'azote. Et alors, un métal, pardon, un métal, il me semble, je dis pas de bêtises, je crois que c'est le magnésium, si je dis pas de bêtises. Mm. Mais c'est incroyable. Elle C'est compose qu'avec incroyable. ça. C'est incroyable. Et elle est capable de faire tout. C'est 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 tr c'est C'est très incroyable inspirant. comme mécanisme, ouais, c'est inspirant et je pense que l'homme il devrait faire, il devrait vraiment puiser dans ça pour, euh, pour avancer et créer la technologie de demain, quoi. Arrêtez d'utiliser Regardez, vous me faites bégayer, quoi. Vous me faites bégayer. Arrêtez d'utiliser la matière morte, s'il vous plaît. Utilisez plus le vivant. Travaillez en synergie avec le vivant. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, je vais enchaîner sur une question, notamment la question de, tu sais, quels sont les grands axes du secteur euh, les grands axes au niveau du secteur Mmh. que ta thématique, finalement, que le secteur souhaite développer au travers de ta Mmh. thématique. Et je vais te Bien poser sûr. peut-être une question pour t'aiguiller un peu ce que j'attends. Euh, Finalement, la fabrication de ces nanobules, de ta technologie, de Ouais. nanobules que tu veux mettre en Mmh. place, une, euh, est-ce que c'est une technique, une recherche que vous avez découvert et qu'après vous avez dit, ah, il y a des applications potentielles et finalement, on va creuser dans ce sens? Ou est-ce que c'est vraiment la réponse à une demande? Par exemple, notamment, là, tu me parlais de la dopamine pour l'utilisation de colle pour les chirurgiens. Je pense que peut-être les chirurgiens ont voulu avoir une colle qui s'adapte beaucoup mieux à leur utilisation dans un milieu opératoire. Est-ce que dans votre cas, notamment de l'imagerie, est-ce que c'est pour remplacer finalement d'autres particules qui sont pas forcément, on va dire, Tout à fait, tout à fait. voilà, bien adaptées au corps humain et on essaie de trouver d'autres alternatives? Bah, Je te c'est laisse tout en à fait discuter. ça. C'est tout à fait ça. En fait, actuellement, tous, les agents de contraste, si je fais une erreur, dites-le en commentaire, mais je ne pense pas, qui sont FDA, Food Drug Administration approved, c'est vraiment, tout ce qui est autorisé sur le marché, hein, des de la pharmacie, en fait, des médicaments, des agents de contraste et cetera. Ce sont des microbules.
En fait, les microbules, c'est exactement la même chose que les nanobules là, dont je parlais tout à l'heure. Vous avez toujours ce gaz à l'intérieur et ce gaz-là, il est entouré d'une coque, d'une couche de phospholipides. Et en fait, ces microbules, elles font micromètres. Elles font plusieurs, 6, elles peuvent aller jusqu'à 6 à 8 micromètres. Et c'est celles-ci qui sont utilisées. Parce qu'en fait, il y a une polydispersité en fait dans ces agents de contraste. Tu peux trouver des petites particules, mais il y a majoritairement des microbules. Et en fait, le problème, c'est que nous, les vaisseaux sanguins, bah, en fait, ils ont un certain diamètre. Et tu as totalement intérêt à avoir des microbules en fait qui dépassent pas ce diamètre. Sinon, ce qui va se passer, c'est que ça va le boucher et il y a des risques. Ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que l'efficacité, elle est pas au top du top en fait. Elle manque de stabilité et quand tu as le médecin qui a besoin d'avoir beaucoup plus de temps pour poser l'imagerie, etc., ben, c'est instable, tu vas devoir éventuellement peut-être réinjecter, je sais pas. Et l'idée en fait, c'est de déjà changer de taille. Donc on va passer du micro au nano. Et c'est comme ça que toute la recherche sur les nanobules est née en fait. L'idée de développer des agents de contraste, mais qui soient hyper safe pour tout le monde. Et quoi d'autre encore? Oui, alors il y a ce côté, on a besoin de plus de safety, plus de comment on le dit en français? Plus de safety, plus de Oui, c'est vrai, je plus de safety. Ouais, oh là là. Euh, plus de désolée. précautions, plus de précautions, plus de. Merci, Ouais, voilà. merci, merci. Je fais vraiment pas style, Il n'y a pas de je sais pas quoi, problème. genre j'ai envie de Pas de parler en problème. anglais, je suis aux States et tous les jours je parle qu'en anglais, du coup c'est assez compliqué. Alors, une fois que tu t'assures de ça, c'est le Graal, c'est sûr, c'est pour l'imagerie, mais il y a tout un nouveau champ aussi qui se développe avec les nanobules, c'est qu'en fait, il a été montré aussi que ces nanobules-là, elles permettaient d'améliorer la délivrance de médicaments ou d'ADN. Et du coup, on pense aujourd'hui de plus en plus, en tout cas moi, c'est mon champ de recherche vraiment actuel précis, on pourra parler de l'application sur laquelle je travaille, mais c'est d'utiliser ces nanoparticules-là pour à la fois imager, donc avoir de l'imagerie, mais en même temps pouvoir traiter. Donc tu combines l'imagerie médicale et la thérapie par la délivrance de médicaments ou autres. Alors, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Une par rapport. Alors, je crois que j'en ai oublié une. Je vais dire la deuxième. Vas-y, elle va Euh, revenir. la- la- Alors, la deuxième, c'était finalement, tu sais qu'on a. Il y a beaucoup. Alors, peut-être que c'est pas valable. Ma question n'est pas la valable dans d'autres domaines d'application. Parce qu'on parle de nano-objets, mais de nano-objets qui sont de forme de bulles. Alors, je ne sais pas. Mais tu sais qu'il y a beaucoup une controverse avec les nanomatériaux. Pas cool. Par l'échelle nanométrique, ça peut amener de la toxicité, des choses comme ça, parce que ça peut rentrer dans les poumons, ça peut. Voilà. Mhm. Alors, je pense que ton objet, non, ça répond pas du Non. tout à ça, parce que c'est notre méthode d'administration, c'est pas la même chose, non? N'est-ce pas? Non, et c'est que des lipides en fait. Voilà, et C'est c'est des que des lipides que nous lipides. on a déjà en fait dans notre organisme aussi, la plupart. D'accord. Et une fois que tu appliques des ultrasons, parce que moi je travaille essentiellement sur les Elles ultrasons, éclatent. ben elles s'éclatent en fait. Ah, Après elles d'accord. Et excèdent tout. ah bah ça y est, je percute. Et du coup, c'est comme ça que ça libère Bah en fait c'est comme ça. Ouais, parce que l'agent pour visualiser quoi. moi je travaille sur la délivrance de matériel génétique, de l'ADN, et Oui. en fait si tu veux ces nanobules-là, elles vont se rapprocher des cellules et sous l'effet des ultrasons, ben en fait elles vont créer des espèces, elles vont provoquer, plutôt pas créer, plutôt provoquer des pores dans la membrane cellulaire. Et ces pores-là, ça va faciliter la délivrance de ton matériau cible. C'est comme un effet de capillarité, non? C'est-à-dire que tu as la bulle qui C'est va un peu arriver à ça. la cellule et après, l'un Et va se faire gober, quoi. Plou. Tu vois, ça. t'as des ultrasons, ça va faire bouger, ça va créer un pore et hop, ce pore-là va permettre de faire Ouais, passer ce qu'on veut faire passer. Et c'est comme incroyable. ça en fait. Nous on dit ça, on dit en anglais le cell uptake. En fait, les nanobules, elles permettent d'augmenter ce uptake par les cellules, tu vois. D'accord, je comprends. Et du coup, c'est ça sur quoi je travaille, c'est créer des nanobules qui permettent d'avoir un contraste, donc qui permettent de voir, mais en Hmm. même temps qui permettent de délivrer un matériel génétique. Ouais, Voilà. c'est super cool. En fait, et je vois un problème finalement aux microbules autres.
que La la taille, concordance de taille entre les vaisseaux sanguins et les microbules, parce que vous savez qu'avec une microbule, si on vous injecte une microbule d'air dans votre sang, vous avez une rupture d'anévrisme, hein, c'est pop. c'est chaud, c'est chaud. Donc ça, il faut faire attention. Mais effectivement, faut qu'elle soit en cohérence avec la taille des cellules. Et c'est pas une Mhm. histoire de taille, c'est-à-dire si la cellule est un peu plus grande que ta nanoparticule, finalement, c'est ça qui permet d'avoir ce phénomène où elle gobe, en fait, Mhm. plus vite, elle diffuse Plus dans la vite, elle cellule. diffuse à l'intérieur, ouais, avec les Qu'avec ultrasons. une grosse cellule, Avec... tu aurais peut-être l'effet inverse, c'est la cellule qui se vide dans la... Non, t'aurais pas un phénomène comme ça? Non, parce qu'en fait, il y a aussi, en fait, la recherche sur les microbules, elle continue, hein, parce qu'il y en a qui y croient aussi beaucoup, puisque à partir du moment où tu t'assures que tu es en dessous des vaisseaux sanguins, on va pas vous faire peur non plus, hein, il faut pas croire que les microbules actuels vont vous détruire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a un risque. C'est ce risque-là dont on est conscient et on essaie de le rectifier. Mais les microbules, elles aussi, elles peuvent, en fait, c'est pas tant la taille, c'est plus la propriété du gaz euh, sous l'effet des ultrasons qui va créer quelque chose, provoquer quelque chose au sein de la cellule. Alors maintenant, pourquoi les nanobules elles seraient beaucoup plus efficaces? Parce qu'il y aurait une histoire de concentration, tu auras beaucoup plus de nanobules qui seront autour des cellules, etc. Là où, avec les microbules, parce qu'elles seront plus grandes, tu en auras moins, et du coup, Une tension, peut-être j'allais dire une un tension de effet surface. moindre. Ça n'a rien à voir avec une tension de surface. Je sais pas pourquoi le mot vient le mot. C'est Non, il n'y a une pas de surface souci. spécifique, pardon. Une meilleure surface Voilà. spécifique. Voilà, c'est ça. Ben, justement, ouais, c'est le ratio Surface sur volume. surface sur volume qui est beaucoup plus Grand pour les nanoparticules. avantageux Eh oui, avec les eh nanoparticules. oui, Tu tout vas à fait. pouvoir, tu peux, voilà, exactement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, bah c'est super intéressant. Moi, je suis parti dans mon délire scientifiquement aussi. Aussi. C'est trop bien. Mais c'est vrai que ouais, c'est super intéressant ces modes d'application. Et du coup, la couche de lipides qui définit ta nanoparticule, elle, il n'y a pas de problème. Dit qu'elle éclate, elle est assimilable par le corps, il n'y a pas de souci. Non, c'est des lipides, C'est des lipides classiques, pas de, quoi. ouais, pas de D'accord, souci. ok, ok. Euh, Après, euh, faudra voir ce que tu ajoutes toi sur ces nanobules. Ça, c'est parce qu'il y en a qui rajoutent des médicaments, ouais, etc. Et ouais. après là, il faudra voir c'est quoi Ouais, le parce que moi, drug je, que tu rajoutes. Ouais, parce que moi, je vois bien le mec qui a découvert l'objet, il va dire, ah bah tiens, je vais la charger à bloc, comme ça je lui mets tout. Ah, Et comme ça pète, et bah, quand ça pète, ça va partout dans le corps et c'est bon. non. Après, Je vois bien la ouais. dérive, en fait, tu vois? Je vois bien la dérive Non. de l'objet, qui est Après, c'est maltraité finalement. totalement, c'est comme les nanoparticules utilisées pour la délivrance de médicaments, Hmm. c'est le même état d'esprit, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, pour vous rassurer, il n'y a rien qui est mis sur le marché avant que ce soit, oh my God, vraiment étudié, approfondi par énormément de gens, énormément de steps avant de pouvoir avoir quelque chose qui rentre dans nos corps, en fait. Bah, Il y a tout. c'est une bonne question enfin, c'est une bonne je dire, affirmation que tu viens de me dire, parce que j'allais te poser une question. Combien de temps il faut pour approuver ce type de produit? Bon, si Chez on les oublie industriels, chez les le vaccin industriels, du Covid, ouais, chez les industriels, c'est de l'aviation. On dit qu'il faut ouais, 10 ans pour qualifier un matériau pour l'aviation. c'est Vous, combien? c'est ça. C'est la même 10, chose. 10 ans C'est la aussi? même chose. Ouais, on va dire, dans le meilleur des cas, je dirais 5 ans peut-être, mais c'est plus dans les 10 ans, pour Ouf. être réaliste. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire tous ces états, toutes ces analyses de cytotoxicité, de toxicité sur le long terme. Il y a énormément d'études de stabilité qui sont menées. Voilà, quand ça aboutit à une autorisation de mise sur le marché, c'est quand même en général, sauf cas exceptionnel, assez safe. Bon. Après, on a toujours des problèmes, c'est sûr, mais l'humain est l'humain, quoi. On fait des erreurs, hein. C'est pas, il y a des choses qui ont besoin de, je sais pas, toi, tu vas faire des analyses de toxicité sur 10 ans, et il s'avère que tu vas pouvoir t'en rendre compte uniquement 20 ans après. Et ce serait déjà sur le marché, malheureusement. Hmm. Alors, comment réguler tout ça? Bah, peut-être en évitant d'utiliser des sacrés matériaux. C'est C'est déjà vrai, une bonne pourquoi chose, pas? et après, Pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est vrai, je sais pas quoi trop dire d'autre plus, mais c'est vrai, faut en faire tout attention. cas, moi, si tu veux, dans ma vision de la recherche, j'essaie toujours de me dire, tiens, j'ai envie de développer un matériau pour la santé, de quoi j'ai besoin, qui soit le plus naturel et le plus safe possible. Je vais pas d'emblée me dire, tiens, je vais rajouter ça et ça et ça et ça et ça, si je sais
qu'il y a des risques. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, déjà, tu définis un cahier des charges qui correspond finalement Mhm. aux valeurs qui rapprochent, enfin, je veux dire, à tes Ouais. valeurs, déjà, à tes convictions, Mm. et au-delà de Mm. ça, à ce qui te rapproche d'un objet qui va être utilisé vraiment pour l'humain, quoi, sans Mm. impact, j'allais Mais dire, heureusement, grave, tout est mais bien. oui. Non, tout est bien Bon, réglementé. On a beaucoup de chance. bon, bah ça c'est top. Ça c'est top, parce que je pourrais après te poser la question, comment tu fabriques tes lipides, tout ça, mais bon, peut-être qu'on va rentrer dans le secret industriel. Ah, ça Donc, c'est. tu vois, parce que Non. moi c'est toujours, tu sais, tu vas rire, mais c'est toujours un univers un peu, un univers pour moi, parce que j'aime bien rattacher vraiment les mots et la sémantique des mots à des objets et à essayer vraiment de les vulgariser pour faire comprendre vraiment aux gens qu'est-ce que c'est. Mhm. Et notamment, quand on parle par exemple de protéines, les gens vont te parler de protéines, et après ils vont te parler par exemple d'un polymère, mais une protéine c'est un polymère parce que finalement c'est l'agencement d'acides aminés et une réputation Mhm. d'acides aminés, donc t'es bien dans un mécanisme de polymère. Alors Mhm. après, on va peut-être te parler de plastique, mais après, on va te dire, mais les plastiques, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est un plastique? Mais alors, un plastique, c'est fait de polymère, une protéine, c'est du plastique. Bon, bah, tu vois, tu vois la sémantique et comment on peut. Bon, non, la protéine, c'est pas un plastique, hein. D'accord, on est d'accord. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que avec ces abus, pas des abus de langage, mais tu sais, c'est des fois, on facilite certains mots ou des choses comme ça, Mm. on peut créer La on va dire, confusion? de la confusion, voilà. Toi, qu'est-ce que tu entends par le mot lipide? Est-ce que c'est un acide gras? C'est un acide carboxylique? Qu'est-ce que tu Alors, entends par le mot ouais, lipide? Quelle fonction à la fin tu as? Est-ce que c'est une grande chaîne d'hydrocarbures ou ramifiée ou ouais. linéaire? Et derrière, tu Bah, as une fonction carboxylique ou autre? Dis-moi. Esther, bien j'en sûr. sais rien. Alors, alors, t'as dit quelque chose de très important au tout début. Et en fait, c'est évident, je peux malheureusement pas vous parler en détail de ce sur quoi je travaille parce que on a déposé un brevet, etc. En fait, je peux venir dans les grandes lignes, c'est clair. Mais c'est très important que tu dises ça parce que quand on est en phase de recherche, il y a aussi ce côté-là où tu as de la propriété intellectuelle qui rentre en jeu. Si tu veux, c'est une recette en fait. C'est une recette, on fait de la cuisine en vrai. C'est des recettes, tu vas mélanger des éléments et il va se passer que si tu mélanges cet élément-là avec cet élément-là avec un certain ratio, tu vas arriver à trouver quelque chose. En fait, les lipides, les phospholipides avec lesquels je travaille, si tu veux, dans les grandes lignes, hein, parce que c'est quand même bien connu, tu as deux parties. Tu as une partie hydrophobe et tu as une partie hydrophile. Et en fait, tu as ce qu'on appelle les phospholipides, tu as des atomes de phosphore, et tu as aussi des carbones et des fonctions. En fonction des différents lipides, tu peux avoir une certaine longueur de chaîne et des fonctions carboxyles. Alors, par D'accord. exemple, tu vas avoir, si je veux le vulgariser, tu as des gens qui sont petits, d'autres grands, et les lipides, c'est la même chose. On a qui vont avoir une certaine taille, une certaine taille de chaîne, en fait, Oui. qui va, selon la taille, influencer certaines Oui. propriétés de ton matériau. Parce qu'il y a déjà eu des publications là-dessus que si tu travailles avec une certaine taille donnée, par exemple 18 carbone, tu peux avoir une meilleure stabilité que si tu travaillais avec 16 carbone, ce genre de choses. D'accord. Et les phospholipides, c'est quelque chose fabriqué? Ça, nous, on n'en a pas dans le corps des Oui, phospholipides. alors, si on en a... En fait, le truc, c'est que nous, on les commande. C'est là où tu me coinces quand je t'ai dit je fais attention avec les matériaux avec lesquels je travaille. Le problème, c'est que ces matériaux-là, je les commande. Je les commande chez qui? Chez des industries chimiques. Et en fait, Faut c'est des bien grosses commencer par industries quelque chose, on chimiques. est bien d'accord. Ouais, bien sûr. Mais après, eux font des travaux, des quality control, etc. Tu vois. Et en fait, ce sont tous des industries chimiques qui les produisent et qui nous les envoient sous forme de poudre ou alors dans du chloroforme et nous, on les utilise tels qu'ils sont. Si tu veux, nous, on fait vraiment des mélanges. On Ouais, va se dire, le tiens, vrai travail de formulateur, quoi. C'est vraiment un vrai travail voilà, de c'est ça. formulation. Oui, mais ça, c'est un Ouais. travail super dur, moi, je trouve, la formulation. C'est Tu- pas donné à tout le ouais, monde, hein. c'est super dur parce que tu as la théorie, tu as la pratique. Si tu veux. Mm. Moi, là, je Tout me à suis fait. rendu compte, surtout avec le monde des nanobules, c'est que sur le papier, tu vas commencer à réfléchir à ta formulation et tu vas te dire, tiens, mais si je mélangeais ce matériau, ce lipide avec ce lipide et ce lipide, peut-être que je pourrais créer une nanobulle qui aurait une taille assez contrôlée.
Et toi, tu vas tester, sauf que la réalité des choses, la pratique va te montrer que, hey, non, ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, en fait, ces petits matériaux-là, ils ont leurs propres secrets que nous, humains, on essaie de comprendre, mais parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et je crois que Effectivement, ouais, c'est j'ai ça, perdu c'est le ça. fil. Non, je t'en prie. Bah, de toute manière, là, comment dire? En fait, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures de tout Ouais. ça. Et après, je vais gratter, je vais gratter pour avoir Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. l'information. Non, mais ok, très bien. Bah écoute, moi, je trouve ça incroyable. En tout cas, je trouve ça incroyable. L'utilisation de ces nanoobjets, de ce que tu qualifies les nanobules, qui peut être Ouais. intéressant. Euh, je trouve ça vraiment, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a d'autres domaines d'application auxquels on peut peut-être venir, voilà, étudier. Je sais pas, peut-être les aérosols ou des choses comme ça. Peut-être que c'est un peu Oui, la même oui, oui, oui. technologie. Bah, il y a même une start-up qui, excuse-moi, je t'ai coupé, il y a une start-up qui utilise les nanobules non pas pour l'imagerie médicale, non pas pour le monde médical, mais plutôt pour le traitement des os, tu vois. Mmh, mmh. Bon, Intéressant. après, ils ont pas délivré exactement comment ils le faisaient, etc., mais ils ont build une start-up là-dessus, c'est qu'ils ont eu pas mal de... De bons En résultats. tout cas, ouais, Ouais, c'est ouais, intéressant. Bah ouais, franchement, c'est ça. Mais c'est ça la force des matériaux. Moi, c'est ça qui me fascine dans le domaine des matériaux, c'est qu'on peut parler de tous les secteurs possibles. Et c'est ce que je me suis dit, moi, quand j'ai commencé à faire des matériaux quand j'étais tout petit. Je me suis dit, ouais, c'est trop cool, je vais pouvoir faire plein de choses en matériaux et je peux aller dans tous les secteurs possibles. Bah, effectivement, oui, il y en a tellement, il y en a énormément et on le voit là. On le voit par et- la richesse, quoi, la richesse Parce que les matériaux, si tu veux, c'est pas une science, c'est une vraie thématique de recherche, en fait. C'est une vraie thématique qui englobe énormément de disciplines. La physique, mm, la chimie, euh, la biologie, la mm. mécanique. Parce que il y a une guéguerre entre les physiciens et les mécaniciens. Hmm. Il y a des guéguerres Je suis avec tout le monde. physicien, je suis mécanicien. Bon, ok. Tu sais que la mécanique, c'est de la physique. Mettez-moi en Ah. commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, j'ai dit ça comme ça. Si t'as Mais Sheldon, un Sheldon Cooper de Big Bang Theory, il va y avoir un sacré exactement. débat là. Avoir un sacré débat, ouais. Entre Sheldon et Howard. C'est incroyable. Mais c'est un Big vrai Bang débat, Theory, hein. au passage, si vous l'avez pas vu, les amis, regardez-le parce que c'est vachement intéressant. Et surtout, dans Big Bang Theory, ce qui est très intéressant, ça montre la place des docteurs et des ingénieurs dans le monde Yeah, anglophone yeah, qui est différente dans le monde francophone. Franchement, bon, exactement. allez regarder parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors, Salima, oui, dis-moi, Non, je t'ai vu sauter ouais, sur moi, j'allais dire, j'allais dire un ouais, truc. ouais, Alors, j'arrête, vas-y, dis-le-moi, dis-le-moi. parce que je trouve ça super, super important par rapport à ce que tu viens de dire. Si jamais on a des jeunes qui se cherchent, qui pensent à leur orientation parmi les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, sachez que aussi une des raisons qui m'a poussée à aller dans les sciences des matériaux, c'est que je me suis dit, tiens, en fait, c'est quand même une science qui nous permet de toucher à tout ce qu'on veut toucher. À tout, vraiment à tout. Ça veut dire tant que tu peux être sur le médical, à un moment donné, au bout de 5 ans, 10 ans, voilà, ça t'a saoulé, tu as envie de changer complètement de domaine, tu peux aller dans l'aérospatial. En fait, c'est un domaine où vraiment tu peux aisément switcher entre les différentes thématiques, entre les différentes applications. Et également entre différents niveaux j'allais dire de technologie, parce que vous pouvez être dans des Exact. applications de pointe, ou alors même Mm. si par exemple vous réalisez des œuvres ou des objets, vous êtes dans le monde, là je parle un peu plus dans le mien, dans le monde de la Mhm. plasturgie. Ben, la plasturgie, c'est le monde de mise en œuvre des matériaux plastiques, et ben là vous êtes aussi dans les matériaux. Donc il ne faut Exact. pas se dénigrer, vous êtes aussi dans les matériaux. Et vous avez besoin d'une compréhension au moins des températures de transition vitreuse des matériaux pour savoir quand vous allez le mettre en œuvre. Est-ce que j'ai affaire à un thermoplastique ou un thermodurcissable? C'est-à-dire, en gros, est-ce que je peux le mettre en œuvre ou je ne peux pas le mettre en œuvre? À nouveau, voilà, c'est des vraies questions et ça, c'est des questions matériaux, mais de différents niveaux de technologie et de pointure de technologie. Mais les matériaux, c'est vaste et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça Mm. qui est incroyable. J'enchaîne. Je t'en J'enchaîne. prie. Alors, j'enchaîne sur la partie un peu mindset. Et on va faire la partie mindset Ah, travail. Et vas-y. là, j'allais te poser plusieurs questions. Et notamment, la Yeah. première, mais on en a déjà un peu parlé. Mais bon, là, c'est le coup de vraiment peut-être passer dans une phase, tu sais, un peu plus de consolidation et de Ok. conclusion de la première partie. Quel est ton état d'esprit par rapport au secteur? Si tu gardes encore ta casquette de chercheuse et que tu vois Mhm. les enjeux que le secteur propose et les limites où tu peux arriver, Mhm. et peut-être ces limites peuvent ouvrir de nouvelles opportunités en
transdisciplinaire, parce que tu vas peut-être te servir Mm. d'autres disciplines. Quel est ton état d'esprit sur cette discipline, sur la tienne? Sur la mienne. Alors, mon état d'esprit, c'est que, je pense que alors, disons, j'ai précisé que j'étais surtout avec les ultrasons. Les ultrasons, typiquement, vous faites des échographies et cetera et en fait, j'aime beaucoup, 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 ce type d'imagerie médicale parce qu'il est très peu coûteux. Il est très facile à mettre en place et il peut, aisément se faire partout. Alors que tout ce qui est IRM, c'est quand même c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher et surtout, c'est très imposant, il y a toute une technologie derrière et cetera. Du coup, moi, je crois beaucoup à la technologie des ultrasons, pour l'imagerie médicale et je pense que dans les années à venir, on sera en mesure de développer de plus en plus, d'agents de contraste efficaces qui vont nous permettre de mieux visualiser les choses. Et je trouve que c'est totalement pertinent de pousser encore beaucoup plus loin, tout ce qui est fait, dans ce domaine-là et surtout, surtout avec, l'arrivée de ces nouveaux sujets dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, qui est la délivrance, notamment de matériel génétique, de médicaments et en fait, ça, si tu veux, c'est tellement récent que ça ouvre le champ à énormément d'applications futures dont on a déjà idée et qu'on n'imagine même pas encore et qui, voilà, le futur nous le dira et surtout tout ce qui est délivrance, de matériel génétique. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'ai pas précisé l'application sur laquelle je travaillais. Le diabète de type 1, c'est aujourd'hui une maladie qui est malheureusement incurable, qui touche nou 9 millions de personnes, dans le monde entier, c'est beaucoup et d'ici 2040, ce chiffre va doubler et parmi les personnes qui souffrent de diabète de type 1, ce sont surtout des jeunes, mais on a aussi des adultes, mais surtout, des enfants et des jeunes et c'est vraiment triste, parce qu'on n'a pas si tu veux, de traitement, efficace aujourd'hui et il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont menées là-dessus. Mais l'une, des stratégies possibles, c'est justement l'utilisation, de nanobulles qui permettraient de délivrer un plasmide, un matériel génétique qui va, heu, être une thérapie, en fait, de cette maladie-là et j'ai beaucoup espoir en ça, parce que dans le diabète de type 1, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du pancréas, les cellules qui sont censées produire l'insuline, ben, elles s'autodétruisent en fait, c'est une maladie auto-immune et ces cellules-là, elles sont détruites et comme elles sont détruites, ben, tu as moins d'insuline qui est produit et ça crée un déséquilibre, ça crée toute une cascade en fait de maladies qui sont vraiment, terribles, je veux dire de symptômes pardon et l'idée c'est de pouvoir apporter un matériel génétique qui va dire à ces cellules: «Hey, bougez-vous, on va créer, vous allez vous régénérer et vous allez créer de l'insuline» et je crois beaucoup à ça, en fait, la thérapie génique, dans les avenirs et Ah, l'imagerie médicale, c'est un surplus parce que ça va te permettre, en fait, de, à la fois, visualiser et oui. de traiter. Donc là, moi, je trouve ça génial de se dire: «Mais en fait, peut-être que dans 5, 10 ans, on sera en mesure de dire, hey, je suis en train de visualiser votre pancréas ou ça peut être un autre organe, d'autres maladies et en même temps que je suis en train de visualiser ça, je suis en train, en fait, de vous administrer quelque chose qui est en train de vous guérir. C'est incroyable. Eh oui, t'imagines, c'est que comme tu contrôles, oui, c'est ça, tu sais où le médicament va et tu le vois agir. Et tu Ouais, vois la zone d'action, en fait, c'est incroyable. Comme un c'est gros ça. GPS, quoi. Ouais, mais c'est Ouais. incroyable, ouais, ça, c'est Mmh. incroyable. C'est incroyable. Et après, tu peux même définir des coordonnées dans le corps où tu vas taper. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est Non, c'est mais c'est cool. c'est fou, Ah, quoi. Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, je l'ai pas vu comme ça. Parce que moi, j'allais te poser une question là qui me vient à l'esprit. Tu commences à me parler de délivrance. Bon, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut pas jouer sur l'épaisseur du nano-objet pour que quand les ultrations sont appliquées, mmh. on a une certaine séquence, à dire, d'explosion ou Ah, je d'effondrement, vois. tu vois, qui Mmh mh. peut pap, 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 Mmh. pap, déclencher en chaîne une certaine séquence, tu vois, qu'on a besoin de Mmh. cette molécule soit libérée avant qu'une autre, avant qu'une autre, tu vois. J'étais en train de penser à ça, mais après, quand tu m'as parlé, après, tu m'as parlé du diabète, tout ça, et au niveau des cellules. Alors, moi, quand tu m'as parlé de la nanobule, je me suis dit peut-être que la nanobule, elle va englober, elle va venir couvrir la cellule et protéger la cellule. Je ne sais pas, j'étais en train d'imaginer ça. Parce que je connais pas le mécanisme de mort, en fait, de cette cellule. Mmh. Et Mmh. après, quand tu me dis non, je vais délivrer un matériel génétique pour finalement stimuler la cellule, je me suis dit, ah oui, ok, ça marche. Parce que bon, parce que j'ai pas le retour
ton expérience, tu Ouais, vois, ouais. moi, je vois même plutôt un peu Mm. plus protection, tu vois. Bah, Mais dis-toi, imagine, t'as la super particule qui va avoir le pouvoir de dire aux cellules du pancréas, vous devez vous régénérer et créer de l'insuline, d'accord? Et ce super pouvoir, il est chez cette super molécule qu'on appelle le nanoplasmide d'ADN. Il ne peut pas aller là-bas tout seul. Il faut que tu le transportes. Donc toi, tu vas être le livreur, en fait, tu vas être le conducteur de cette molécule-là. Tu vas l'embarquer dans ta voiture, tu vas le protéger pour qu'il ne soit pas pris par toutes les personnes qui seront sur la route, qui sont tout ce qu'on a comme protéines, comme matériaux dans le corps humain. Et tu vas l'emmener jusqu'au pancréas. Et là, tu vas lui dire, bah, allez, vas-y, fais ton job. Moi, j'ai fait ma part. c'est Et je vais t'y incroyable. aider. Et je vais t'y aider. Ouais, et c'est incroyable, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, on a l'air d'oublier que le corps fonctionne de cette manière-là. C'est en fait l'émergence d'une molécule précise qui donne le signal de déclenchement d'une action précise du corps. Mhm, Et c'est vrai mhm. qu'on a on est un peu, on est un peu, C'est complexe. voilà, c'est complexe. On est un peu dans notre C'est tête, très un complexe. peu le bouton, tu sais, on-off qu'on a de notre prise Mmh, murale mmh, de lumière, mmh, où on met les électrons en mouvement, où on met pas les électrons en mouvement. Et, mmh, mais on croit que la mécanique, en fait, on a toujours cette mécanisme. Tu mmh, sais, l'homme pense vraiment toujours l'activation de quelque chose, c'est par ce mécanisme. Il pense pas comme dans le corps humain, tu vois, c'est la délivrance mmh, d'une molécule qui va hop, déclencher une, euh, une action dans le corps. Mais comment cette molécule est créée et de quelle manière elle est créée en fait? mmh, Si mon corps ne la produit plus, finalement, je peux plus avoir d'ordre, je peux plus avoir de télécommande pour mmh, générer quelque chose. Et finalement, il faut que j'arrive à l'apporter d'une manière extérieure. Et ça veut dire que tu seras obligé, pour quelqu'un qui aura ce type de maladie, tu seras obligé toujours de lui faire cette piqûre pour déclencher à chaque fois ce mode de régénération, ou finalement, tu vas finir par le guérir parce que finalement, bah, il y aura toujours, je veux dire, à la fin, il va y avoir une sorte de rémanence, tu sais, et que jusqu'à que, non, mmh, ça y est, j'arrive à fonctionner tout seul, j'arrive à recréer tout seul bah, cette molécule déclencheur. le big espoir, c'est que ce soit fait, voilà, une fois ou à la rigueur quelques fois et que ce soit pas un médicament Oui, mais ça, c'est c'est en mouvement, c'est en marche. Parce qu'avant d'arriver à cette étape-là, il faut arriver à transporter ce matériel génétique et en fait, ce matériel génétique-là, il est il est voilà, il est facile en fait de l'intégrer au sein de nanobules. Ce sont des interactions électrostatiques en fait, parce que les nanobules que je développe moi, ce sont des nanobules cationiques, elles ont une surface de charge qui est positive et le matériel génétique, lui, a une surface de charge négative et on va jouer sur la différence de charge pour, les emmener à rester ensemble. Ça s'appelle les interactions électrostatiques. Et sur le papier, c'est très facile, mais après dans la pratique, il y a tout un voilà, c'est pas aussi évident que ça, mais ça avance, ça se développe et d'ici là, ce que je veux te dire, c'est que nous, en tant que chercheurs, on est plusieurs sur ce projet, hein. On est 3 universités. Il y a le Colorado, l'université de Case, à Cleveland, dans laquelle je suis et l'université de Harvard. On est à 3 à travailler sur ce sujet-là, chacun a un rôle très défini. Hem, une fois qu'on aura réussi à prouver qu'on a réussi à charger ce matériel génétique, on l'a fait, on a réussi. Maintenant, il faut faire toute une phase d'étude de stabilité et cetera et de voir si on arrive à vraiment délivrer ce matériel génétique-là. Là, à ce moment-là, il y aura toutes ces questions que tu es en train de me dire là, qui vont se poser et on va devoir, travailler effectivement, heu, en étroite collaboration, bah, avec les médecins, avec, les personnes qui sont compétents sur ça. Moi, je suis pas compétente sur le diabète, oui, tu les vois? utilisateurs. C'est C'est les exactement. utilisateurs. C'est normal. Il y a Mmh. deux approches. De toute Mmh. façon, il y a toujours l'utilisateur qui émet une Mmh. demande et nous qu'on est capable d'y répondre, Mmh. nous, Mmh. personnes des matériaux, qu'on est capable Exact. de répondre à la demande d'un utilisateur. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un matériau, on a le pouvoir de le concevoir selon l'utilisation. Et Mmh. j'aime bien revenir, là je fais une toute petite parenthèse sur le déchet, hein. J'aime bien mettre cette petite parenthèse. Quand les gens vont dire oui, mais est-ce que vous n'êtes pas capable de créer un matériau pour éviter que... Non, c'est quoi votre utilisation? Vous êtes utilisateur. Que voulez-vous? Mmh. C'est pas la science qui va vous répondre, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Et Mmh. après, nous, on va définir quelque chose derrière. Voilà, c'est important. Je fais cette parenthèse parce que c'est très important, parce que c'est exactement ce que tu fais. Il y a une demande,
Et vous avez développé une solution pour cette demande. Et après, il faut travailler en étroite collaboration avec l'utilisateur pour voir effectivement, lui, d'un point de vue pratique et de son mode d'administration, son mode de monitoring, comment il va suivre la Mhm. molécule, ou le nano-objet, pardon, et la délivrance de la molécule. Mhm. Mhm. Est-ce que ça va être intéressant pour lui? Est-ce que ça va pas être intéressant pour lui? Est-ce qu'il va avoir des problèmes? Et là, c'est ce retour d'expérience qui va vous faire mûrir et après, finalement, Mhm. développer encore mieux votre objet au meilleur de cette possibilité. Ouais, c'est super, super intéressant. Bah, si des personnes qui nous écoutent, hein, sachez qu'il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur des sujets comme ça, sur des maladies qui sont encore incurables. Il y a énormément de stratégies. C'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec d'autres approches. Et euh, voilà, il y a bien un moment donné où on va réussir très prochainement. Ouais, J'en suis convaincue. Mais le très prochainement, ça peut être un an, comme ça peut être malheureusement 5 ans c'est ou ça, plus. exactement. Exactement. Ben, c'est des belles paroles. Hein. Sur ces belles paroles, c'est une belle phase de transition. Passer à un autre pan du podcast, on arrive presque à la fin. Presque à la fin. Et on va parler sur le pan un peu plus, donc Alors, perspective et surtout conseils pour les plus jeunes. ok. Et on va commencer par, si je peux commencer, oui, on va commencer par cette première question. Si tu devrais faire une rétrospective, une perspective de Mhm. ton évolution, qu'elle soit euh, d'un point de vue de ta carrière et d'un point de vue personnel, Mhm. quelle serait cette rétrospection sur toi-même? Waouh, belle question. Avec l'idée de donner des conseils ou L'idée de donner des conseils, j'allais la poser après. Et si tu as des après? conseils Ok. les générations à venir, je l'englobe également dans la question si tu souhaites. Écoute, alors sur Hmm. je dirais que c'est incroyable comment d'année en année tu peux changer en fait, de changer de façon d'être, de façon de travailler, etc. Parce qu'en fait tu mûris, tu fais des liens que tu n'avais pas fait avant, et plus tu avances dans le temps et en âge, hein, plus tu te rends compte que des choses que tu avais fait il y a peut-être 5, 10 ans, que tu ne croyais pas pertinent pour la suite de ton futur, bah, tu vas faire ces liens-là. J'aime beaucoup Steve Jobs dans son pitch à l'université de Stanford. Je ne sais pas si tu as pu voir cette vidéo. Il disait un petit peu les mêmes choses que je dis là. Tu vois qu'il avait par exemple pris des options de calligraphie, je crois, quelque chose comme ça, de design. Et c'était voilà, il avait fait ça à l'université et il avait arrêté, il me semble. Et par la suite, quand il a développé Apple, ces compétences-là sont venues, il a repuisé là-dedans. Et moi, je dirais en fait, si tu veux, que le fait de faire des liens, c'est devenu quelque chose d'absolument vital, d'absolument pertinent pour tout ce que je veux développer. Je me suis rendu compte que le fait d'être curieuse, de s'intéresser à tout, que ce soit des choses qui sont dans le domaine de la science ou des choses qui sont absolument, voilà, en dehors de ce champ-là, ben, c'est un état d'esprit qui va te permettre, toi, d'avancer, de créer, d'inventer, de sortir de euh, you know, get out of the box. Tu sors de la boîte et De ta c'est zone là de que tu, confort. Tu de sors de ta ta zone de zone de confort, confort. En français, c'est de ça, ta ouais. zone. Mais il y a un autre élément, au-delà de faire des liens qui va nourrir en fait la curiosité, l'innovation, je dirais le fait d'être bien entouré. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument vital, parce que même au sein de la recherche ou en dehors, on est des humains, on fait un travail de recherche entre humains, et du coup, quand tu places les valeurs humaines au centre de tout projet, euh, tu fais un travail d'une façon totalement différente. Tu vois? Je sais pas si ça ça fait écho dans Je mais ou comprends pas, très bien ce que tu mais veux dire, effectivement. pour moi, Très c'est bien. quelque chose d'absolument important, et aujourd'hui, voilà, j'en suis à, voilà, qu'est-ce que je veux faire et surtout avec qui je veux le faire. C'est devenu super important parce que je me vois plus dans un état d'esprit où je vais, tu vois, développer des technologies dans un environnement où on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes valeurs, en tout cas humaines. No way, tu vois, ça m'intéresse plus. Je pouvais le faire avant quand j'étais jeune étudiante et que je Je me suis cherchais totalement d'accord peut-être, avec toi. Je suis mais totalement d'accord avec aujourd'hui toi. non. Aujourd'hui non. Ouais, Est-ce qu'il y a tout autre à fait. chose encore? Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai d'autres questions, Bah, si tu veux. bah,
Vas-y, vas-y, juste après celle-ci, tu peux les Je t'en enchaîner. prie, je t'en prie. L'élément qui est aussi très, très, très important, c'est le fait d'être connecté. Get Connected, c'est un investisseur de la Silicon Valley qui m'avait donné ce conseil-là. Je l'ai trouvé super cool. Et en fait, Get Connected, si tu vas, connecte-toi aux gens. C'était une façon de aussi de faire ces liens-là que tu pourrais pas faire si tu étais seul dans ton petit coin. Et en même temps, tu crées ton réseau et c'est ce réseau-là qui va aussi te nourrir et te faire grandir. Et quand je dis réseau, je dis pas aller rajouter tout le monde sur LinkedIn et ça y est, juste pour votre intérêt. Parce que le réseau, c'est quelque chose, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est quelque chose de vivant. Ce que tu aimerais qu'on te donne, bah en fait, avant que tu le reçoives, bah donne-le toi, en fait, donne-le. Donne et tu verras par la suite, sans calcul. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi, notamment sur le premier point, sur savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir travailler. Parce qu'on se Mhm, rend compte, on se rend compte vraiment que malgré qu'un projet ou la présentation d'un projet peut être magnifique, euh, si les personnes sont toxiques à l'intérieur, ça ne sert strictement à rien. Strictement à mhm, rien. Il vaut mieux prenez votre valise. Je dis ça aux jeunes auditeurs qui nous écoutent. Si vous sentez que vous êtes un projet et que vous sentez qu'il est toxique et que ça influe sur votre personne et qu'après, le pire qui peut vous arriver finalement dans le domaine de votre carrière, c'est que vous remettez en question vos compétences pour les mauvaises raisons. Il faut mhm. se remettre en question, attention, mais pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Et si vous commencez à vous remettre en compétence, pardon, en douter de vos compétences pour les mauvaises raisons, c'est que vous êtes dans un environnement toxique et fuyez-le parce qu'il est destructeur. Parce qu'après, pour vous remonter et vous reprendre, redonner confiance en vous, c'est un parcours du combattant. Très honnêtement, Bien c'est un sûr. parcours du combattant. Donc voilà, ça, te joins complètement là-dessus, Salima, cette notion de Mhm, s'entourer des bonnes personnes. Et après, effectivement, on... Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très de notre siècle, ça. De faire quelque chose sur lequel, une activité sur lequel on sait qu'on est impactant. mhm. Les jeunes d'aujourd'hui, et on s'inclut, hein, moi je t'inclus de force dedans. T'inquiète, hein? Les- Pas on est de... jeunes, les jeunes d'aujourd'hui et donc nous, on, on a besoin de sentir que ce qu'on fait, c'est impactant. Exact, exact. En fait, Alors, oui, quand je te laisse pardon. parler, pardon, Non, excuse-moi. non, je t'ai coupé, Je désolé. t'en prie, non, je t'en prie, tu es mon invité, je t'en prie, dis-moi. Bah, en fait, moi, je le vois en mode, t'es au cœur de l'innovation. T'es au cœur de l'innovation, ça veut dire que t'es en train de construire le futur. Et quel futur tu veux? Et ce futur-là que tu es en train de construire, que ce soit dans un labo, dans un atelier, autre, à partir du moment où tu changes les choses, tu fais de l'innovation, tu as cette responsabilité de, de le construire avec des personnes qui veulent ce fameux futur plus juste, plus impactant, enfin, voilà, qui a un impact plus positif. Et du coup, c'est à la fois toi pour ta propre paix, pour être aligné avec tes valeurs, c'est clair, mais c'est aussi une question de responsabilité, tu vois. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est une question de responsabilité et de savoir finalement qui on veut être, comment on veut être impactant en fait dans le monde où on vit, hein, tout simplement. Exactement, Je exactement. retransforme encore la phrase d'une autre manière, mais Ouais. finalement, c'est Mm. ça, hein, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et surtout, ce que j'aimerais ajouter, euh, dans cette phase-là, dans cette discussion-là qu'on a, et notamment pour nos plus jeunes auditeurs, et même pour les plus expérimentés, si ne doutez pas de ce que vous faites au sens que vous vous êtes lancé dans quelque chose et que vous n'avez pas créé la dernière startup qui va lever Mm. 100 millions d'euros, ou non, même si vous faites un truc tout petit, c'est votre truc, vous le faites avec vos propres moyens. Vos propres moyens. Vous achetez un micro pour faire un truc ou vous achetez un petit établi pour faire quelque chose. Mais c'est vous que vous commencez à le faire. Vous vous enrichissez pour le faire. Vous êtes impactant. Vous êtes Mm. impactant. Alors, si vous attendez le retour des gens qui vont vous dire oui, tu es impactant, vous ne l'aurez jamais. Par Non. contre, vous, dites-vous, moi, je suis impactant. Et dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui font les mêmes choses que vous. Et effectivement, là, je viens sur la notion de connectivité que tu as dit, Salima, c'est que essayez d'être connecté aux gens parce que vous allez trouver à un moment donné une personne qui fait comme vous et qui va vouloir peut-être construire quelque chose avec vous. Et donc, allez de l'avant. Et c'est comme ça qu'on crée son réseau, c'est comme ça qu'on a envie d'aller de l'avant, et c'est comme ça que qu'on qu'on- qu'on se sent impactant. Voilà, c'est pour un peu. C'est une belle fin, non, n'est-ce pas? Mm. Une belle transition de fin. Ouais. Ah, j'aime bien, j'aime bien.
J'aurais voulu qu'on me dise ça plus jeune âge, Oui, beaucoup plus jeune. moi aussi, je te jure, je t'assure que, en fait, ce que je dis, c'est que c'est des choses que j'aurais voulu entendre quand j'étais jeune, à un Ouais, moment donné. mmh, Ou il y a quelques mmh, années de ça, même pas 2, 3 ans. 2, 3 mmh, ans. J'aurais voulu c'est entendre clair. ça. Mais finalement, on y est arrivé, n'est-ce pas? On y arrivait, C'est ça on y le arrivait. principal. Et C'est le principal. c'est On arrive à l'essentiel. Rome. N'importe quel chemin, on arrive à Rome. Eh bien, pour définir son caractère, il y a une question qui est une habitude finalement dans le premier matériau, même une, euh, une Aïe, aïe, étape aïe. obligatoire, j'allais dire une tradition. Ah, c'était le mot Ah! que j'ai oublié, une tradition, n'est-ce pas? Salima, si Oh my tu, God! J'appréhende, what? Salima, Ah, ouais. si tu étais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Tu as 3 heures. Ah, il est 3 heures. Waouh, j'ai 3 heures. Alors, est-ce que je triche ou je dis, la première chose qui m'est venue en tête? La première chose qui te vient en tête, si tu veux. OK, Après, c'était tu peux bizarre, tricher hein. un peu si tu veux. Vous jugez pas, personne juge. Alors en fait, ce qui m'est venu en tête quand tu as posé cette question, c'était un matériau, je sais pas c'est quoi la structure, je peux pas te dire, mais je le visualise. Je le visualise, c'est une espèce de non, attends, tu vois le truc des jeunes, des le jeu qui colle là, le slime? On Oui, appelle ça comment? oui, le slime, oui. C'est quoi? Ouais, Oui, c'est du slime, c'est c'est collant, c'est une sorte de pâte collante, ouais, une pâte magique, ouais, on va dire ça comme ça, ouais. ouais, j'ai pensé à ça en fait. Dès que tu m'as posé la question, j'ai pensé à ça et Mais, c'était un mais c'est morceau de slime comme intéressant. ça. Mais Ouais, pourquoi? Mais vas-y. pourquoi? Mais pourquoi? Bah, pourquoi? En fait, parce que moi, bah, vous avez compris, hein, je suis très curieuse, j'aime bien m'intéresser à plein de sujets. Et il y a ce côté-là flexible, tu vois, du slime, où tu peux toucher à plein de choses. Mais en même temps, il y a aussi ce côté glue, où ça peut coller un petit peu sur certaines choses, et ça va coller des choses qui, d'apparence, n'ont pas vocation à être collées ensemble. Et j'aime bien t'as compris, j'aime bien le fait de faire des liens, Oui. de créer des ponts entre des choses euh, qui ont l'air contradictoires ou qui ont l'air opposées, etc. Et voilà, ce côté slime, en fait, ce côté flexible, ce côté, tiens, allez, on va mélanger ce truc-là avec ce truc-là, pourquoi pas, ça peut faire un truc bien, on verra. Et Mhm. voilà comment je me vais. Et maintenant, quelle couleur, je sais pas. Incroyable. Mais écoute, moi je trouve ça sympa. Ça veut dire. Trop Alors, chelou cette question, ouais, non, c'est trop non, bien. non, c'est intéressant. Parce qu'on voit qu'on est Je suis au capable de se slime. définir par la matière. Ça, c'est un truc incroyable, je trouve. Ouais, Savoir se ouais, définir par la matière. Et alors, moi, quand tu m'as posé cette. Quand tu m'as dit ce que tu pensais, ce que tu penses être en tant que matériau, j'ai dit d'accord, ok, ça veut dire que tu as cette propriété, on va rester dans le domaine matériel, on va parler de propriété. Tu as cette ouais. propriété euh, Élastique. de pouvoir fait, te modeler selon ton Mm. milieu, donc t'adapter, ça veut dire l'adaptabilité, Ah, voilà. mhm. Et, euh, et voilà, cette propriété-là et que tu es capable finalement, effectivement, de faire le lien parce que si tu t'adaptes à toute forme et tu es capable de combler un vide, tu es capable Mm. de, de faire le lien entre les connexions. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, moi je C'est trouve que su- c'est pas c'est la mal. première fois qu'on me pose la question dans ma life. Comme quoi. Elle est super pertinente, mais non, je verrai les slimes d'une autre façon, tu sais. Est-ce que toi, tu as le droit de nous dire ou tu nous gardes secret un jour? Peut-être pour un prochain épisode, on verra. Ou alors peut-être pour un épisode spécial. Ou peut-être Ok, si un jour je serai interviewé, quelqu'un me posera la question, j'en sais rien. ok, ok, ok. C'est secret pour l'instant. Bah écoute, c'est super. Bah, on arrive à la fin de cet Ah, c'est entretien. En passé tout vite. cas, merci Salima, c'était incroyable. Si on veut te joindre, on a envie de travailler Mhm, avec toi, Salima, mhm. euh, sur quel réseau social tu es le plus disponible? Alors, LinkedIn, je LinkedIn? suis dispo. Alors, c'est vrai, je poste pas beaucoup en ce moment là, parce que j'ai eu beaucoup de travail au laboratoire. Mais, sur LinkedIn, je suis disponible. Vous pouvez me rajouter, j'accepte. Vous pouvez m'écrire un message, je suis dispo. Il y a pas de souci, avec grand plaisir. Bon, bah c'est chouette. LinkedIn, d'accord. Bon, bah écoute, ça c'est top hein, Salut de Malak savoir sur comment LinkedIn. on te joint et tout ça. Ça, Mmh. c'est super cool. Allez, petite phase promotion. Bah, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre, notamment sur Spotify, YouTube. Euh, comment dire tout ça? Je devrais enregistrer cette phase-là. Je crois que je vais finir par l'enregistrer un jour ou l'autre. Bah, enregistré.
Mais bon, néanmoins, on l'a fait à l'ancienne pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, sur Spotify, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Bah, ça nous soutient énormément. C'est comme ça qu'on soutient, en fait, sur Spotify. Sur YouTube, abonnez, petite cloche, petit commentaire dans l'espace commentaire. Ça, il faut pas l'oublier. Notamment, si vous avez des questions pour Salima et moi. Ben, ce serait super intéressant pour nous. Et en tout cas, ce serait un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, vous avez un groupe Discord pour pouvoir en fait nous joindre. Donc, notamment, je poste à chaque fois en avant-première sur Discord des épisodes. Donc, si vous voulez vous spoiler, c'est là qu'il faut être. Et proposer aussi des nouveaux invités, tout ça. N'hésitez pas, vraiment. Le but, c'est de faire vivre une communauté. Pour les nouveaux arrivants, et que surtout ceux qui n'aiment pas, je vais dire YouTube, tout ça, mais qui aiment bien lire. Alors, il y aura une newsletter maintenant. Maintenant, vous pouvez recevoir l'épisode dans votre boîte aux lettres. Ça, c'est chouette. Avec le résumé, tout ça, qui vous envoie sur le lien du site. N'hésitez pas également, il y a un canal de soutien, ça nous aide. Toujours, c'est un clic pour vous et pour nous, ça fait la différence. Et sur ça, sur toutes ces belles paroles, je te laisse le mot de la fin, Salima, pour conclure cet épisode. Oh my God, merci beaucoup. Déjà, merci énormément pour ces échanges, c'était super enrichissant. Merci pour ce podcast, merci pour ton invitation. C'est avec grand, grand plaisir que je l'ai fait et que c'est vraiment agréable d'échanger avec toi. Je te remercie. Je vous remercie tous pour votre écoute. Soyez cool. Et, voilà. Si vous avez besoin d'autres informations, si ça vous intéresse de faire un postdoc ou un doctorat aux États-Unis, vous pouvez aussi me contacter. Euh, Qu'est-ce que je dirais comme mot de la fin? C'est quoi que vous fassiez, quel que soit votre domaine, veillez toujours à voilà, être en paix avec vous-même en étant aligné avec vos valeurs, mais surtout aussi de vous éclater. Parce qu'en fait, euh, on a tous des hauts et des bas. Il peut arriver que vous ayez des problèmes. Il peut arriver que vous traversiez certaines épreuves dans la life. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que au final, tous ces petits soucis que vous pouvez rencontrer au travail, aux études, etc., finalement, c'est rien. Have fun is absolument important. Éclatez-vous et voilà. Faites-nous bénéficier de votre lumière et de votre smile. C'est clair. Et n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé également pour passer dans Dormir Matériaux, faut pas hésiter, hein. Si vous êtes du monde des Ouais. matériaux, Mm, mm. contactez-moi, vous avez un formulaire de contact, contactez-moi. Moi, c'est un plaisir d'échanger avec vous et on verra si ça vous plaît finalement de passer. Je vais dire ça comme ça. Mais écoutez, Ok. sur ces bonnes paroles, Salima, je te remercie. Ça a été Oh. génial et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée au moment où vous l'écoutez. Et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast science, matériaux et développement personnel. Allez, je vous embrasse, Bye salut les amis. bye. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.